Bonsoir, bonsoir. Pendant que on range les bouteilles et que on se remet d'équerre la question pour demain. C'est un séminaire qui aura lieu à la faculté des lettres et sciences humaines. Prendre bien soin de la personne âgée. C'est le thème de l'atelier donc qui aura lieu demain matin donc sur le campus universitaire du Moufia. Et à quelle étape sommes-nous? On va poser la question à deux professionnels. On va se faire quelques cheveux blancs dans la Réunion, comment il est. Ah non, moi je suis pas d'accord, j'ai pas envie de me faire des cheveux blancs, ça suffit quand même. Hein. Je retire ce que je viens de dire pour Jessica et pour les invités. Donc Aïssa Ayano, service à la personne. Un rayon de soleil apparemment du côté de l'Est, bonsoir. Et sa collaboratrice, donc Laurence Sanguilé-Sab, c'est ça? C'est bien ça. Donc également de la même entreprise, on parle service à la personne. Je disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre l'Alzheimer. Demain, service à la personne. Alors on va essayer de globaliser quand on parle de service à la personne, personnes âgées, personnes porteuses de handicap, personnes en perte d'autonomie. On parle de dépendance. Quand on parle de service à la personne, est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'accompagner les gens encore de plus en plus tôt et sans doute de plus en plus dans la durée, de plus en plus longtemps. D'accord. Ok. Bien. Alors, quand on parle de service à la personne, c'est très vaste. Service à la personne, c'est plusieurs activités. Ce n'est pas que des activités destinées aux personnes âgées. C'est des activités, exemple, destinées aux jeunes enfants. Le jardinage est également un service à la personne aujourd'hui. Que dois-je dire d'autre? Parce que j'ai ramené ma collaboratrice, parce que si j'ai des pertes de mémoire, et puis la journée de l'Alzheimer, j'y suis déjà. Alors c'est vaste, c'est pour ça que je pense qu'on ne va pas tout Mais faire. Ceci étant, c'est une très bonne chose de perdre la mémoire de temps en temps. Parce que des fois, quand on rentre en retard, on se dit, j'ai perdu la route. Et le conjoint, il accepte. Oui, ça on en parlera. Ça, c'est une autre encore. Bon, alors, le service à la personne, c'est quelque chose qui est très, très vaste. Et c'est surtout que ça dépend, si vous voulez, en fonction du service, vous allez avoir soit une autorisation, soit une déclaration, soit un agrément. C'est surtout ça qui va faire la différence dans le service à la personne. Alors, C'est-à-dire une déclaration pour qui, de l'agrément pour qui? Alors, voilà. l'agrément, c'est tout ce qui est service au portage repas, vous avez un agrément. Tout à fait. Tout ce qui est déclaration obligatoire, c'est les personnes âgées, tout ce que nous faisons, personnes âgées, personnes handicapées. La petite enfance, c'est aussi un agrément. Un agrément. alors juste pour dire que l'agrément, pour tout ce qui est petite enfance, c'est bien sûr le conseil départemental. Conseil départemental et la diète. Alors oui, donc c'est la préfecture. En fait, tout ce qui relève alors je vais essayer juste, voilà, je vais quand même écrire pour vous dire DIE2CTE. Voilà, c'est pas la même chose. En fait, c'est la diète. Voilà. D'accord, ok, parce que moi la dette, j'y suis en ce moment, j'ai 4 kilos à perdre si tu veux, donc... Je sais pas où ils sont, hein, mais Ah, bon. t'inquiète pas. Mais bon, donc, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc le conseil départemental et la préfecture pour la petite enfance. Pareil pour les personnes âgées, pour le service à la personne. Le département, là c'est l'autorisation Que aujourd'hui, le c'est le département. département. Que le département. C'est le département. Et puis on a un agrément simple qui relève aussi de la direction du travail. Et La diète, c'est la direction du travail. vous avez parlé des obligatoires. Qu'est-ce qui est obligatoire là? C'est la déclaration. Toutes les la déclaration obligatoire. Voilà, déclaration obligatoire. Et là c'est pareil. Même Voilà. Toutes ces activités de toute façon doivent être déclarées. Tout à Voilà. fait. Les services à la personne, c'est ça. Moi, je crois que quand on parle de services à la personne, c'est très très vaste. Il y a 3 grands volets. Ces volets, c'est par rapport aux déclarations qu'on doit faire. Après, dans services à la personne, vous avez un éventail qui est très très large. On peut même vous citer des exemples. Par exemple, pour la déclaration, en fait, il y a des métiers comme des services comme l'entretien de la maison, les petits travaux de jardinage, travaux de bricolage. En fait, toutes ces activités relèvent de la déclaration. Ensuite, les activités qui relèvent de l'autorisation touchent un public fragile. En quelque sorte, ce sont les personnes âgées et les personnes handicapées. Et tout ce qui relève de l'agrément, en fait, ça touche les gardes d'enfants, les de moins de 3 ans, les assistants dans les actes quotidiens de la vie, de la vie aux personnes âgées. Voilà. juste une précision, c'est les personnes porteuses de handicap. On parle d'handicap moteur ou on parle de sensoriel et On parle des mental. deux, moteur et sensoriel. D'accord. Ça relève du même
du D'accord. déclaration. Parce qu'il y a quand même un critère pour trouver les fameux GR pour Alors, les les handicaps. GIR, ce n'est pas les services. Enfin, le GIR, c'est un service qui relève du département, les actions de santé, qui fait. Ça relève médical. D'accord. Voilà, ça c'est du médical. Là, c'est pas nous qui fixons les GIR. C'est pas vous qui le définissez. Non. Ces non, critères-là non. appartiennent Ces critères, à... c'est le médecin. L'aide de tous les jours et de la vie de tous les jours. Voilà, nous intervenons effectivement, mais nous avons une déclaration. Enfin, une autorisation. Une autorisation. Nous avons une autorisation, nous intervenons sur du public fragile. Mais avant de notre intervention, nous avons les actions de santé qui passent chez la personne, qui fixent le girage. Le girage, c'est un acte médical. Ce n'est pas un acte de service à la personne. D'accord. Et vous, qu'est-ce qui vous contacte pour ces personnes fragiles comme vous dites? Le département, nous travaillons avec le département, la CGSS et les mutuelles. D'accord, c'est pas directement de la personne, de la famille fragilisée. Ça arrive aussi. Ça arrive. Il y a aussi moyen de vous contacter Directement. en direct, comme on dit. Voilà. Quelles sont les plus grandes souffrances aujourd'hui auxquelles vous devez faire face? Moi, je dirais la La solitude. solitude. Voilà. La solitude. Et vous y faites quoi, la solitude? Pas grand-chose. Nous essayons de... Voilà, nous avons des intervenantes à domicile. Quand elles sont là, elles sont à 100% pour la personne. Mais après... C'est en fonction des heures Voilà, qui sont c'est en attribuées. fonction des heures. Et puis aussi, bon, quand c'est possible, nous mettons la personne en contact avec d'autres associations qui s'occupent justement des personnes qui sont seules. Mais c'est pas forcément... C'est surtout le week-end que c'est très, très compliqué. Quelqu'un de seul, porteur de handicap et qui est vieille, et ben ça peut être compliqué quand même. Après, il y a des structures. Vous savez, quand le maintien à domicile est très très compliqué, il y a des structures qui prennent le relais. Mais après, vous le savez très bien, la majorité des gens veulent rester chez eux, chose que je comprends très bien. De toute façon, même aujourd'hui, la plupart des politiques, surtout le département, c'est le maintien à domicile le plus possible des personnes. Et Avec on le des voit aidants. également, même au niveau médical, effectivement, avec des aidants, Jessica. Et on le voit aussi au niveau médical, il y a une chose qui est vraie. On voit qu'aujourd'hui, l'hospitalisation à domicile se démocratise, se vulgarise de plus en plus. Ce qui amène aussi qu'on a de plus en plus besoin de services à la personne. Parce qu'une infirmière 24 heures sur 24 pour chaque individu, ça, c'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible, effectivement. Oui, hésite à me dire. C'est pourquoi, en fait, je voulais relever par rapport, justement, une infirmière ne peut pas rester 24 heures, justement, chez une personne qui a une pathologie très lourde. C'est pourquoi, aujourd'hui, ce métier de service à la personne est en train de se développer, plus particulièrement le métier d'auxiliaire de vie sociale. Donc, c'est un métier en plein essor. Voilà, c'est la transition que je voulais faire avec Alicia Ayano, c'est comment aujourd'hui, vous en tant que professionnel, faut-il aujourd'hui orienter l'environnement familial, je veux dire des proches, vers des formations, parce que je pense que c'est eux aujourd'hui qui sont à même d'avoir les gestes qu'il faut pour... Maintenant, est-ce qu'il faut... Parce que je sais qu'il y a des personnes qui travaillent dans ce secteur, qui ne sont pas pour que ce soit la famille qui soit aidant, mais comprennent des gens plutôt extérieurs à la famille. Alors, quelle est votre position et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je crois qu'il faut couper la poire en deux. C'est-à-dire? La famille tout seul, c'est pas possible. C'est une charge qui est très lourde. C'est pas quelque chose qui va durer 1 mois ou 2 mois. C'est quelque chose qui est dans la durée. Ça veut dire que la famille, oui, bien sûr, parce que la famille est là, et puis bon, la famille est là 24 heures sur 24. Mais à côté de ça, la famille doit avoir un prestataire de service qui intervient. Je pense que là, on trouvera un équilibre. On doit tendre vers ça, même si les familles sont un peu parfois réticentes à ce que des personnes étrangères entrent dans leur intimité. Mais on voit bien aujourd'hui, tout à l'heure on parlait des aidants familiaux, on voit très bien que les aidants familiaux sont extrêmement fatigués. Et souvent ce sont des femmes, puisque, vous savez, ce sont souvent les femmes qui s'occupent des mamans. On ne sait pas pourquoi. Je vais avoir droit là. Non, pas du tout, mais c'est un constat. Je vais y avoir droit. Je vais y avoir droit. Je vous écoute. Oui, oui, voilà. Non, et puis souvent les aidants, ils disparaissent malheureusement bien avant bien sûr, le oui, patient. Bien sûr. Ce qui rend les choses un peu plus Oui, compliquées quand même. effectivement, aujourd'hui, ils se sont vraiment rendus compte que les aidants, parfois, sont au bout. Ils sont encore plus mal en point que les personnes qu'ils sont censés garder. Alors, comment faire, déjà, donc, pour former quelques aidants et surtout pour protéger ces aidants contre... Ça demande de la patience.
de la patience, parce qu'il faut expliquer, il faut accompagner, parce que même s'il y a une réticence, mais quand on est là, on explique, on accompagne. Parfois, la réticence baisse un tout petit peu, jusqu'au moment où les personnes se sentent en confiance et disent effectivement, j'ai besoin d'aide. Moi, je crois que c'est la seule chose à faire. On ne peut pas apprendre quelqu'un. De toute façon, la loi aujourd'hui dit que les aidants, on a mis, vous savez, la nouvelle loi SAV, on a donné un vrai statut aux aidants, même aux aidants qui ne sont pas forcément, parce que il y a des aidants qui sont quand même rémunérés par le département, enfin, qui a une aide financière. Voilà. Et puis vous avez d'autres, pas du tout. Vous avez d'autres qui sont là, mais ces aidants-là aussi aujourd'hui ont une reconnaissance. Mais je dis, là, c'est déjà un premier pas. Et le deuxième pas, c'est l'accompagnement. Et je crois qu'il n'y a que comme ça, accompagner et expliquer, expliquer et puis revenir un peu à l'histoire de la personne, vous savez, parce que souvent c'est une question, vous savez, c'est pas en quelques minutes, je vais vous dire, c'est quand même toute une démarche psychologique, puisque c'est pourquoi est-ce qu'on est aidant, c'est pas par hasard, je crois, qu'on arrive à se sacrifier pour quelqu'un, il y a toute une histoire derrière tout ça, prendre son temps et arriver au bout, petit à petit, à avoir une ouverture, et c'est là qu'on peut proposer des choses. Alors ma question, c'est sur le terrain, comment ces aidants se manifestent quand ils viennent vous voir ou quand vous les rencontrez? Généralement, quels sont les éléments qui s'échangent? En général, lorsque ces aidants ils reviennent vers nous, la plupart du temps, par rapport au système que le département a mis en place, on va dire, je veux parler du répit-repos. Donc, on va dire c'est un excellent outil que le département a mis à la disposition de ces aidants naturels. Donc, à travers ce moyen, nous, on peut mettre en place justement des heures, ces heures de répit-repos pour ces aidants, puis pour que ces aidants puissent éventuellement prendre, on va dire, prendre soin d'eux, je veux dire, avoir un moment de répit, on va dire, dans répit-repos. Ça veut tout dire, en fait. Voilà, c'est l'outil, en fait. Moi, je veux dire, aujourd'hui, c'est un excellent outil que le département a mis en place pour ces aidants naturels. Ces moments de culpabilisation, lorsqu'on les sépare de ces personnes qu'ils gardent ou qu'elles gardent, vous arrivez à leur dire qu'à un moment donné, il faut qu'ils lâchent prise un petit peu, il faut qu'ils ne se sentent pas coupables à chaque fois qu'ils partent pour quelque chose, que c'est pas leur faute, c'est pas ils ne mettent pas la vie de la personne en danger, quoi. Oui, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose de simple. Vous savez, nous, on va le dire, bien sûr, mais est-ce que l'écoute ça va être entendu de l'autre côté? Parce que c'est pas simple, je veux dire, c'est des histoires de famille, c'est des histoires d'individus, d'hommes, et je crois que là, là, il y a une vraie réflexion à apporter. C'est pas, bien sûr, moi je trouve que c'est très bien, ma collègue lui disait, le répit-repos, c'est très bien, parce que c'est déjà un outil qui est là, mais au-delà de ça, il y a quand même une réflexion à porter. Là, justement, on est en plein dans les assises, tout ça. Je pense qu'il y a une réflexion à porter, surtout qu'à La Réunion, nous avons une population qui vieillit, et une population qui vieillit pas forcément dans des très très bonnes conditions. Alors justement, puisqu'on parle je vais revenir sur le bien vieillir à La Réunion. Comment aujourd'hui, vous, à votre niveau, dans les 5 minutes, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que l'accompagnement pour les personnes qui justement prennent de l'âge, qui vieillissent, ça se passe le mieux possible? C'est de la prévention. C'est de la prévention, ça veut dire que même si, puisque souvent les personnes arrivent chez nous déjà, ils ont déjà plus de 60 ans, puisque pour avoir droit à l'aide que nous apportons, il faut avoir 61 ans. Déjà, ils arrivent chez nous, il y a quand même déjà un passé, quand même, parfois de maladies, mais ça veut dire sauvegarder le plus longtemps possible ce qu'il y a à sauvegarder. Ça veut dire que les auxiliaires de vie aujourd'hui, là je reviens sur les auxiliaires de vie, doivent être formés à ça. Ça veut dire que l'autonomie de la personne, tout ce qu'elle peut faire, même si c'est des gestes très simples de la vie quotidienne, mais si elle peut le faire, c'est l'accompagner dans ces gestes-là. Ça veut dire ne pas faire à sa place, mais faire vraiment avec elle, même si c'est, je vais dire un exemple simple, éplucher une gousse d'ail, ça a l'air facile, mais quand vous êtes âgé et que vous avez des problèmes de doigts, c'est très compliqué. Et si vous arrivez à le faire, c'est un challenge. Et voilà, c'est des petites choses. Moi, honnêtement, je le vois sur le terrain. Moi, je vois des petites choses. Intéresser les gens à ce qu'ils aiment. Ils aiment le jardin. On va faire 5 minutes de jardin avec eux. C'est des toutes petites choses qui fait que, finalement, ils gardent le plus longtemps possible leur autonomie. Voilà. Je vais juste faire un petit clin d'œil aux personnes que moi j'ai connues. Je veux dire, on parlait tout à l'heure de d'éplucher l'ail. Moi, je disais, c'était de mettre un fil dans le chat d'une aiguille. Oui, et pour une personne âgée, parfois, c'est vraiment quelque chose de particulier. Oui. Et quand ils viennent vous voir comme ça, qu'est-ce qu'ils attendent finalement comme soutien, les personnes âgées?
Ils attendent déjà, on va dire, déjà une écoute, parce que, on va dire, une personne âgée qui vit seule, elle a bien des fois, la plupart du temps, d'être écoutée. Et d'ailleurs, c'est ce que nos professionnels, les auxiliaires de vie, elles sont formées pour ça. Ce sont des bonnes pratiques, ça entre dans leurs bonnes pratiques. La solitude des personnes Voilà. âgées aujourd'hui est vraiment quelque chose de... Tout à fait, tout à fait. Ça touche énormément, on va dire, non seulement la population réunionnaise, mais on peut dire nationale. Oui, la solitude touche nos personnes âgées. Dans ce temps que nous sommes, oui, la solitude touche énormément nos personnes âgées. Et qu'est-ce qu'on pourrait apporter? Je veux dire, à partir de, vous êtes pour des professionnels, mais la famille, qu'est-ce que vous avez, quel conseil donneriez-vous à la rigueur à une famille, à la famille qui est autour, qui ne viennent pas finalement, qui ne viennent à la rigueur peut-être qu'à la fête des mères, si jamais ils viennent, ou aux fêtes de Noël? Oui, mais après, aujourd'hui, je crois que, bon, je ne jette la pierre à personne, mais simplement aujourd'hui, c'est très compliqué. Les gens travaillent beaucoup, on travaille beaucoup, les distances ont augmenté. Ça veut dire que mais souvent, toutes les personnes vivaient dans la même cour. C'était plus facile dans la même cour. Ouais. Aujourd'hui, si j'habite à Saint-Denis, ça a l'air de rien, mais toute la semaine, j'ai travaillé, j'ai mes enfants, il faut que je m'occupe de mes enfants. Mais après, dire aux familles, c'est... Nous, ce qu'on leur dit souvent, faites un conseil de famille, et puis chacun son tour. Même si c'est 5-10 minutes, mais au moins chacun son tour. C'est pas que... Il n'y a pas de la mauvaise volonté, mais il y a aussi le fait que la vie fait que les choses se sont un peu plus compliquées aujourd'hui, et les gens, on court après le temps. On court après le temps. Et comment ça se passe, par exemple, pour les proches que vous connaissez, vous, des gens qui sont vraiment autour de vous, et qui se sentent seuls? Qu'est-ce que vous leur dites? Aux personnes âgées, je parle. Qu'est-ce qu'on leur dit? On propose déjà la semaine bleue. Tout On à leur fait. donne des étapes. Il y a des activités qui se font voilà, au sein de notre entreprise. D'ailleurs, je peux dire que les auxiliaires, elles font un excellent travail sur le terrain. Donc, elles font des activités, elles mettent en place des activités avec nos personnes âgées. Et à travers ces activités, ces personnes se sentent revalorisées. Et donc, une personne revalorisée, c'est attendent avec impatience le passage. Et donc, à travers ces activités aussi, nous, en tant que professionnels, on peut faire un retour aux familles. Voilà, votre mère ou votre père a pu faire cette activité avec nos salariés. Et donc, à travers ça, les enfants, ils apprennent aussi, ils découvrent aussi autre chose de leurs parents. Voilà. Aïssa Yano, on aura l'occasion la semaine prochaine de parler justement de cette semaine bleue, mais juste pour dire aujourd'hui, vieillir aujourd'hui, il faut en avoir peur ou il faut dire que... Non. Vous savez, la vieillesse, pour moi, c'est une étape de la vie. Simplement, je pense que nous devons réfléchir. Les choses ont évolué. Nous sommes dans une société... Avant, on était à La Réunion, tout le monde vivait ensemble. Il y avait la grand-mère qui vivait là. Aujourd'hui, les choses évoluent. Il faut que notre vision de la prise en charge évolue également. C'est-à-dire qu'on doit avoir une autre vision, y réfléchir. Il y a toute une possibilité, à mon sens, je pense qu'on peut faire mieux. Après, mais tous ensemble, je veux dire, on réfléchit tous ensemble, et là, en ce moment, ce sera l'occasion de réfléchir tous ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette population qui est vieillissante aussi, puisse se sentir bien intégrée. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'image aussi qu'on renvoie, parce qu'aujourd'hui, il faut être jeune. Très très jeune. Alors que vous avez des personnes âgées, nous on a des personnes âgées qui cuisinent très très bien. Je veux dire, trouver ce qu'il y a dans l'autre qui est extraordinaire. C'est pas, vous voyez, c'est pas l'âge qui fait que. C'est ça surtout. C'est notre regard qui doit changer. Alors là, c'est juste un clin d'œil d'Aïssa Yano à sa maman. Merci Aïssa Yano. Vous pouvez faire un bisou. D'ailleurs, on embrasse tous votre maman. Merci Aïssa Yano.